Bonsoir à toutes et à tous. Dans cette édition d'Inside News Review, partons de la première phrase de cette interview, la toute première, celle que le journaliste de RFI a prononcée avant même que son invité ouvre la bouche. Je cite « Ancien Premier ministre de RDC et ancien ministre des Finances sous la présidence de Joseph Kabila, condamné dans sa suite à des accusations de corruption qu'il nie. Condamné. Le mot est dans le dossier de présentation. L'invité l'a entendu. Et dans la minute qui a suivi, cet homme condamné pour corruption a commencé à nous expliquer que Lee Kuan Yew a bâti Singapour sur la rigueur et la lutte contre la corruption. Que Plato définissait les bons gouvernants comme des philosophes capables de se détacher du pouvoir. Qu'Aristote enseignait que la mission fondamentale de l'État est d'apporter le bonheur au peuple. Un homme condamné pour corruption qui nous enseigne la lutte contre la corruption. Il s'appelle Matata Ponyo Mapone, premier ministre de la RDC de 2012 à 2016, chef d'un gouvernement qui a administré un budget passant de 4 à 10 milliards de dollars, auteur d'un livre de politique économique publié depuis son exil européen, et homme condamné dans le cadre de l'affaire Bokanga Lonzo, un projet agro-industriel de centaines de millions de dollars de fonds publics congolais dont l'inspection générale des finances a documenté les détournements massifs. Le projet devait transformer l'agriculture du Kwilu. Les terres sont là. L'argent, lui, a disparu. Sur ce plateau, nous avons déjà rencontré cette espèce. Kinkei Mulumba, ancien ministre sous Kabila pendant 12 ans, a publié 500 pages pour dénoncer l'élite irresponsable qui a pillé notre pays, depuis son fauteuil de président de la Régie des voies aériennes, un poste obtenu par négociation politique avec le régime qu'il critique. Mulumba était l'édition standard. Matata Ponyo Mapo est la version de luxe, même ADN politique. Budget national beaucoup plus lourd entre ses mains. Dégâts documentés beaucoup plus profonds. Ce que RFI n'a pas fait, nous allons le faire. Matata Ponyo nous parle de Singapour, de la Corée du Sud, des dragons asiatiques, des politiques conjoncturelles versus structurelles, du capital humain comme facteur déterminant du développement. Il nous parle de tout, sauf de Bokanga Lonzo. Bokanga Lonzo, situé dans la province du Kwilu, conçu sous son gouvernement pour être le grenier agricole de la RDC. L'ambition était réelle et le besoin était documenté. Un pays qui importe des denrées alimentaires de base alors qu'il possède des terres parmi les plus fertiles du continent africain. La réponse proposée par le gouvernement Matata était un parc agro-industriel capable de transformer cette équation. Les ressources ont été allouées, des centaines de millions de dollars de fonds publics congolais. L'inspection générale des finances, institution qui existait sous ce même gouvernement, a ensuite produit un rapport sur ce que ces centaines de millions avaient réellement financé. Des marchés surfacturés, des prestataires qui ont encaissé sans livrer ce qui était contractuellement prévu, des sommes engagées dont la destination réelle ne correspondait pas à l'objet déclaré. La Cour constitutionnelle congolaise, au terme de procédures judiciaires, a condamné Matata Ponyo dans ce dossier. Il nie, c'est son droit, mais sa négation ne change pas ce que le journaliste de RFI a prononcé en direct. Et elle ne change pas davantage ce que les agriculteurs du Kwilu trouvent sur leurs terres aujourd'hui. Pas le parc agro-industriel promis, pas les semences améliorées, pas la chaîne froide, pas l'infrastructure de transformation. Les mêmes champs appauvris qu'avant, cultivés avec les mêmes outils qu'avant, pour des rendements qu'aucun fonds public supplémentaire n'a améliorés. Voilà ce que représente Bokanga Lonzo. Pas un dossier judiciaire abstrait. Un dossier avec un visage humain. Le paysan du Kwilu qui n'a rien vu arriver des promesses de son premier ministre. Maintenant, revenons à l'interview de RFI. Dans cette même interview, Matata Ponyo cite Aristote en ces termes. Je cite, « Aristote disait que toute action publique a pour mission principale d'apporter le bonheur au peuple. » Appliquons Aristote à la lettre. Quelle action publique a apporté quel bonheur aux paysans du Kwilu pour les centaines de millions dépensés en son nom dans un projet qui n'a pas produit ce qu'il promettait? Aristote,
s'il a des connaissances du dossier, ne qualifierait pas ce bilan de mission accomplie. Il le qualifierait d'abus de la charge publique. Et pourtant, pendant 1 heure sur l'une des radios les plus écoutées d'Afrique, le nom de Bokanga Alonso n'a été prononcé ni par l'invité, ni par le journaliste. Ce silence n'est pas un oubli, c'est de la chirurgie narrative. On coupe ce qui saigne avant de montrer le patient. Matata Ponyo est venu sur ce plateau pour accomplir une opération précise. Construire la figure du technocrate incompris, du professeur d'économie visionnaire que les circonstances politiques ont mis à l'écart. Si Bokanga Alonso entre dans la conversation, l'opération échoue. Parce que Bokanga Alonso n'est pas un accident isolé dans un mandat par ailleurs VUC. C'est l'illustration exacte de ce que produit ce style de gouvernance quand on lui confie des ressources publiques et une ambition nationale. Matata cite Keynes autant qu'il lui plaît. Keynes n'a jamais enseigné que les fonds publics se volatilisent dans des contrats opaques pendant qu'on parle aux caméras de souveraineté alimentaire. Ce que Bokanga Alonso révèle sur la méthode ne s'arrête pas à ce dossier. Il s'inscrit dans un bilan global que Matata Ponyo a lui-même décrit sur ce plateau de RFI, avec ses propres mots, dans une liste que nous allons lire ensemble jusqu'à la dernière syllabe. 6 fois le mot « mais » dans une même liste de réalisations. 6 fois la même construction. Comptez-les, vous allez comprendre ce qu'elles avouent. Voici ce que Matata Ponyo a déclaré sur ce plateau de RFI lorsqu'il a présenté son bilan de 5 ans à la tête du gouvernement congolais. Je cite mot pour mot. « Nous avons créé une compagnie aérienne, mais qui aujourd'hui n'existe plus. Nous avons créé une compagnie de transport public en commun avec des bus neufs qui aujourd'hui n'existent plus. Nous avons créé une infrastructure routière, mais ces routes n'existent plus aujourd'hui. Nous avons résorbé le retard des salaires, mais qui sont revenus aujourd'hui. Nous avons payé les salaires régulièrement, mais ces salaires ne sont plus payés. Nous avons stabilisé les cadres macroéconomiques, mais qui n'est plus stable aujourd'hui ?» Fin de citation. Prenons 30 secondes pour absorber ce que cet homme vient de dire. 5 ans à la tête du gouvernement. Un budget multiplié par 2,5, passant de 4 à 10 milliards de dollars. Et le bilan personnel tel qu'il le formule lui-même. Une compagnie aérienne disparue, des bus neufs disparus, des routes dégradées, des salaires de nouveau en retard et un cadre macroéconomique de nouveau instable. Ce n'est pas un bilan, c'est une liste de funérailles. Regardons maintenant la structure grammaticale de cet aveu, parce qu'elle est révélatrice. Nous avons créé, mais qui n'existe plus. La conjonction « mais » accomplit un travail narratif chirurgical dans ces 6 phrases. Elle sépare l'action de Matata de ses conséquences. Comme si les bus avaient disparu d'eux-mêmes, comme si la compagnie aérienne avait fermé par force cosmique, comme si les routes s'étaient effacées indépendamment de quiconque. Les faits refusent cette séparation. Une compagnie aérienne qui cesse d'exister quelques années après sa création n'est pas une victime du destin. C'est une entreprise mal capitalisée dès son lancement, sans modèle économique viable, sans plan de survie indépendant du gouvernement qui l'a créée. L'échec était dans les fondations, pas dans ce qui a suivi. Des bus neufs qui disparaissent sans laisser de traces institutionnelles. C'est l'absence totale de mécanismes d'entretien, de renouvellement, de gestion opérationnelle indépendante. Ce n'est pas un héritage qu'un successeur aurait dilapidé. C'est une dépense qui n'avait aucune architecture pour durer. Des routes qui s'effondrent au premier changement de régime, ce sont des contrats attribués sur des critères que les résultats techniques n'ont pas validés. Sans clause de maintenance intégrée, sans contrôle qualité indépendant du gouvernement commanditaire. Et une stabilité macroéconomique qui ne survit pas au départ de son architecte n'est pas une stabilité réelle. C'est une apparence de stabilité produite par une gestion comptable de surface. Matata Ponyo le sait. Dans cette même interview, il enseigne lui-même la distinction entre politique conjoncturelle et politique structurelle. Il explique avec précision que la stabilisation macroéconomique n'est pas une fin en soi, que les politiques structurelles sont celles qui ancrent le développement dans la durée. Il l'enseigne, mais son propre bilan
prouve qu'il a gouverné exactement à l'inverse de ce qu'il enseigne. Il a géré le court terme, il n'a pas ancré le long terme. Ajoutons un chiffre absent de ce catalogue de disparitions. Pendant ses 5 années à la tête du gouvernement, l'Inspection générale des finances documentait des fuites de revenus publics à une échelle structurelle. Surfacturation systématique, marché fictif, circuits parallèles captant les ressources avant qu'elles atteignent leur destination déclarée. Matata Ponyo présidait ce gouvernement. Il signait les décrets budgétaires. Il convoquait les conseils des ministres. Il n'était pas spectateur de ce système. Il en était le premier responsable hiérarchique. Quand il dit « mais qui n'existe plus », il dit en réalité quelque chose de plus précis. Il dit « nous avons dépensé sans construire ». Et dans la même phrase, il sous-entend « un autre est responsable de ce qui a disparu ». Cette figure de style a un nom en rhétorique. C'est la déresponsabilisation grammaticale. Et maintenant, le moment le plus dévastateur de cette analyse. Parce que Matata Ponyo n'a pas seulement décrit son bilan sur RFI, il a aussi fourni dans cette même interview le critère exact qui le condamne. Je cite, « Les dirigeants ne sont pas des leaders parce qu'ils s'occupent du présent, ils s'occupent de la jouissance, ils s'occupent du court terme. » Et il ajoute ce qu'il appelle la loi de véritage. Savoir préparer le moment que vivront les autres pendant que vous-même, vous ne serez plus là. Ce sont ses propres mots. Appliquons-les à son propre bilan, tel qu'il vient de le décrire. Court terme géré? Oui. Long terme ancré? Non. Héritage survivant à son départ? 0. Compagnie aérienne disparue. Bus disparu. Route dégradée. Bokang Alonso. Dossier judiciaire ouvert sur des centaines de millions évaporés. Par sa propre définition, Matata Ponyo était un dirigeant, pas un leader, un dirigeant. Il a formulé la phrase qui le condamne. Il l'a prononcée sur RFI. D'un côté, un homme qui convoque Platon, Aristote, Adam Smith, Keynes, Lee Kuan Yew, Park Chung-hee, Abraham Lincoln et Charles de Gaulle dans une seule interview. De l'autre, le bilan que nous venons de lire, écrit par lui-même. L'écart entre ces deux réalités n'est pas anodin. Il obéit à une logique qu'il faut nommer. Lee Kuan Yew, son modèle préféré, la référence qu'il cite avec le plus d'enthousiasme. Voici la partie du modèle qu'il a soigneusement laissée de côté. Platon, Aristote, Adam Smith, John Maynard Keynes, Lee Kuan Yew, Park Chung-hee, Abraham Lincoln, Charles de Gaulle. En 1 heure d'antenne, Matata Ponyo convoque l'intégralité du panthéon politique et économique mondial. C'est cultivé, c'est maîtrisé et c'est instrumentalisé avec précision. La référence philosophique dans le discours de l'ancien dirigeant sert une fonction que les analystes politiques nomment le transfert de prestige. Si je cite Lee Kuan Yew avec admiration et connaissance, l'auditeur associe mon image à celle de Lee Kuan Yew. Si je cite Platon sur la sagesse des dirigeants, l'auditeur imagine une gouvernance platonicienne. La réputation de la référence contamine l'image de celui qui la convoque. Cette technique a un seul problème. Elle s'effondre confrontée aux faits. Parlons de Lee Kuan Yew jusqu'au bout, puisque Matata l'invoque comme modèle absolu. Matata décrit le modèle singapourien avec une sélectivité remarquable. Il mentionne la discipline, l'investissement sur le capital humain, l'attractivité des industries. Ce qu'il omet de mentionner, c'est le pilier central qui a rendu tout le reste possible, la poursuite systématique de la corruption au sein du gouvernement lui-même. Lee Kuan Yew n'a pas déclaré une guerre abstraite à la corruption. Il a poursuivi ses propres ministres quand les dossiers l'exigeaient. Il a doté le bureau d'investigation des pratiques corrompues d'une indépendance réelle, avec mandat de poursuivre n'importe qui, y compris les proches du pouvoir. Il a appliqué à ses alliés les mêmes critères qu'à ses adversaires. Singapour est passé de l'un des pays les plus corrompus d'Asie du Sud-Est à l'un des moins corrompus du monde en l'espace d'une génération. Pas grâce à des citations d'Aristote, grâce à des condamnations réelles de fonctionnaires réels. Au Congo, pendant la période Kabila Matata, qu'est-il arrivé aux fonctionnaires et ministres accusés de détournement? Ils ont été mutés, recyclés dans d'autres institutions, protégés par les réseaux.
et dans le cas du Premier ministre lui-même, la condamnation n'est intervenue qu'après son départ du pouvoir depuis l'étranger, sans qu'aucun mécanisme systémique de transparence ne l'ait produite. Matata Ponyo cite Lee Kuan Yew comme modèle. Le modèle Lee Kuan Yew commence par les procès des corrompus, qui ont eu accès à l'argent public, pas par les livres des condamnés. Prenons maintenant Platon. Matata cite cette phrase. Je cite, « Les hommes politiques ou les dirigeants doivent être des philosophes, parce que c'est des hommes qui doivent être en mesure de se détacher du pouvoir. » Se détacher du pouvoir. L'homme qui nous dit cela est en exil depuis que la Cour constitutionnelle l'a condamné. Il n'a pas quitté le pouvoir par sagesse philosophique. Il l'a quitté sous le poids d'un dossier judiciaire documenté. La citation de Platon dans ce contexte n'est pas de la sagesse, c'est de l'habillage. Et voilà la fonction réelle de cette bibliothèque philosophique dans les interviews de nos anciens dirigeants. Elle ne témoigne pas d'une sagesse appliquée pendant l'exercice du pouvoir. Elle construit une légitimité intellectuelle rétroactive que les faits du mandat n'ont pas produite. Le raisonnement implicite est le suivant. Je pense comme Platon et Lee Kuan Yew, donc ma gouvernance était platonicienne et singapourienne. Et si ce n'est pas le cas, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Ce raisonnement, nous l'avons déjà documenté avec Kinkei Mulumba. Même mécanique, autre mot. Mulumba citait Platon et Aristote pour diagnostiquer l'échec de l'élite congolaise. Matata cite Platon et Aristote pour diagnostiquer l'échec du leadership africain. Ni l'un ni l'autre ne cite son propre dossier. Ce n'est pas de la philosophie, c'est du camouflage intellectuel. Nous avons regardé Bokangalonzo. Nous avons regardé le bilan en ses propres mots. Nous avons regardé les références philosophiques face à la réalité documentée. Il reste une dernière pièce, la plus révélatrice, parce qu'elle nous dit comment cet homme pense réellement sa propre trajectoire. Ce qu'il dit sur son exil. Je suis en exil pour avoir refusé de travailler avec le gouvernement Tshisekedi. Sa phrase, exacte. Posons-la contre les faits pendant 60 secondes. Matata Ponyo explique son exil en ces termes sur RFI. Je cite intégralement. « Je n'ai jamais détourné de fonds publics, tout simplement parce que de par mon intégrité politique, je n'ai jamais voulu travailler avec le gouvernement du président Tshisekedi, dont je suis en exil pour avoir refusé de travailler avec le gouvernement Tshisekedi. » Fin de citation. Cette affirmation fusionne deux éléments distincts, comme s'ils étaient naturellement liés. Premier élément, il nie les accusations de corruption. Deuxième élément, son exil serait la conséquence directe de son refus de collaborer avec Tshisekedi. Sur le premier élément, les faits sont publics. Le journaliste de RFI les a prononcés lui-même en direct dans les premières secondes. Matata a été condamné. Sa négation ne change pas la décision judiciaire. Sur le deuxième élément, appliquons une logique factuelle simple. Des dizaines de personnalités politiques congolaises ont refusé de rejoindre le gouvernement Tshisekedi. Certaines ont rompu publiquement, avec déclarations, communiqués, conférences de presse. Elles ne sont pas en exil. Elles font de l'opposition depuis Kinshasa, Lubumbashi, Goma. On est en exil quand on risque physiquement et juridiquement quelque chose en restant dans son propre pays. On n'est pas en exil parce qu'on a décliné une invitation ministérielle. Ce que Matata Ponyo accomplit dans cette phrase a un nom précis en sciences politiques, la dissonance biographique. Réécrire une trajectoire contrainte comme si elle avait été un choix moral volontaire. Transformer une exposition judiciaire en résistance politique. Se positionner comme victime d'un régime qu'on refuse de cautionner, plutôt que comme acteur d'un système qu'on a aidé à construire et qu'on a finalement dû fuir. La même mécanique opérait chez Mulumba, dans un registre différent. Mulumba présentait sa marginalisation progressive comme la conséquence de sa lucidité excédant celle de ses pairs. Matata présente son exil judiciaire comme une posture d'intégrité morale. Dans les deux cas,
le raisonnement sous-jacent est identique. Je ne suis pas hors du pouvoir parce que j'y ai perdu ma place ou ma liberté. Je suis hors du pouvoir parce que je suis trop intègre pour y rester. Ce raisonnement demande à l'auditeur une seule chose: oublier les dossiers. Il y a dans cet exil une ironie supplémentaire que Matata ne mentionne pas. Depuis l'exil, il critique Tshisekedi avec une liberté totale. Il dit que la vision « faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique » est un rêve sans stratégie opérationnelle. Sur ce diagnostic précis, il n'a pas tort. Mais voilà ce que ce diagnostic depuis l'exil omet systématiquement. La dégradation institutionnelle de la RDC n'a pas commencé avec Tshisekedi. Elle s'est installée dans les gouvernements kabyles, dans les gouvernements que Matata Ponyo a dirigés, avec les ressources que Matata Ponyo a administrées. Les contrats miniers déséquilibrés qu'il évoque dans cette interview ont été signés et exécutés pendant cette période. L'opacité budgétaire qu'il dénonce comme symptôme africain chronique était documentée dans son propre gouvernement par sa propre inspection générale des finances. Un ancien chef de gouvernement qui critique son successeur pour des pratiques qu'il a lui-même institutionnalisées, ce n'est pas de l'opposition. C'est de la diversion avec un fond de bibliothèque bien garni. Nous avons analysé ce qu'il a dit. Il reste ce qu'il a calculé. Parce que cette interview n'est pas un exercice de franchise. C'est une opération planifiée. Et une opération planifiée a des objectifs que son auteur ne déclare jamais à voix haute. Pourquoi avril 2026 ? Pourquoi RFI ? Pourquoi ce livre maintenant ? Ces trois questions n'ont pas de réponse accidentelle. La pensée totale ne s'arrête pas à ce qui a été dit. Elle entre dans ce qui a été calculé. Matata Ponyo est en exil depuis plusieurs années. Il est condamné. Son nom est attaché à un dossier judiciaire dont les montants sont publics. Pourquoi choisir ce moment, cette radio, ce livre ? La réponse n'est pas dans ce qu'il dit. Elle est dans ce qu'il tait. Premier non-dit. Ce livre est une opération de réhabilitation politique, pas un exercice académique. Les économistes qui contribuent sérieusement à la littérature du développement publient dans des revues à comité de lecture, soumettent leurs thèses à la critique de pairs, citent leurs données dans des notes de bas de page vérifiables. On publie aux éditions L'Harmattan et on passe sur RFI quand on s'adresse à un public politique et médiatique. Ce livre est une carte de visite. Elle a une destination précise. En 2026, la RDC entre dans une phase d'instabilité politique prévisible. Tshisekedi est fragilisé par la crise à l'Est, par les tensions dans sa coalition, par une pression internationale croissante. L'espace pour un homme de recours, un technocrate avec un CV d'ancien Premier ministre et une posture de victime injustement condamnée, commence à s'ouvrir. Matata Ponyo le voit. Le livre et l'interview sur RFI, c'est la séquence de positionnement qui précède un retour. Pas déclaré, construit. Le deuxième non-dit, le silence sur Bokangalonzo, est du calcul légal, pas de la honte. Prononcer le nom de Bokangalonzo sur une antenne internationale accessible depuis des juridictions étrangères, c'est alimenter un dossier judiciaire encore actif, avec des déclarations susceptibles d'être utilisées contre lui. Le silence n'est pas de la gêne. C'est une instruction de son avocat. Le troisième non-dit, la critique de Tshisekedi et du positionnement stratégique. Observez la calibration. Matata ne détruit pas Tshisekedi frontalement. Il le diminue avec des nuances de technicien. Vision sans stratégie opérationnelle. Slogan sans méthode de mise en œuvre. C'est une critique qui lui permet de se poser comme l'alternative compétente sans se brûler dans une rupture irréparable. Il garde des portes ouvertes dans deux directions simultanément. Ceux qui veulent gérer l'après Tshisekedi et ceux qui veulent simplement replacer Tshisekedi. Cette ambivalence n'est pas de la confusion. Quatrième non-dit. Je refusais de travailler avec Tshisekedi est probablement l'inverse. La version plausible est la suivante. Tshisekedi ne voulait pas de Matata dans un poste exécutif qui lui aurait fourni une protection diplomatique ou une immunité fonctionnelle contre les poursuites judiciaires en cours. L'offre n'est pas venue.
Elle n'a donc pas été refusée. Reformuler cette absence comme un refus moral volontaire, c'est reprendre narrativement le contrôle d'une situation qui autrement serait humiliante. Cinquième non-dit, le plus structurant. Cet homme surveille le retour de Joseph Kabila. Joseph Kabila a conduit sa propre offensive médiatique au début de 2026. Des interviews dans le New York Times, des entretiens dans la Libre Belgique, un positionnement progressif de l'homme providentiel qui observe la crise et attend son heure. Matata Ponyo a été son premier ministre pendant 5 ans. Il connaît les réseaux. S'il veut rejouer un rôle dans une architecture politique post-Tshisekedi qui inclurait Kabila ou ses relais, il a besoin d'une image reconstruite. Un homme condamné ne revient pas sur la scène politique sans réhabilitation préalable. La réhabilitation s'achète dans les médias avant de se confirmer dans les urnes. Le livre, l'interview sur RFI, la posture du sage injustement poursuivi, la critique mesurée de l'adversaire en place. Ce ne sont pas des coïncidences de calendrier, c'est une séquence. Et cette séquence a un nom que nous utiliserons sans détour. C'est la préparation d'un retour. La seule question qui reste est de savoir si notre nation, une fois de plus, laissera les mêmes élites se recycler en sauveurs après avoir été les fossoyeurs. 5 sections, 5 couches du même mensonge décortiqué. Ce que ces pièces forment ensemble appelle un verdict. Pas nuancé, pas diplomatique, factuel. Voici ce que cette analyse a prouvé, constat par constat. Ce que notre nation ne se permettra plus de financer. Premièrement, Matata Ponyo maîtrise la théorie économique. Ses développements sur les politiques conjoncturelles versus structurelles, sur la dépendance monétaire et ses effets sur le crédit national, sur les conditions du développement durable, sont techniquement corrects. Il connaît le vocabulaire, il maîtrise les mécanismes. Nous ne lui retirons pas la compétence intellectuelle. Nous lui retirons la crédibilité morale d'en parler en public. Secondement, pendant 5 ans à la tête du gouvernement congolais, avec un budget de 10 milliards de dollars en fin de mandat, Matata Ponyo n'a produit aucun héritage institutionnel durable. Il l'a dit lui-même, avec ses propres mots, sur le plateau de RFI. Tout ce qu'il a créé a disparu. Et au-delà de ce bilan en disparition, une affaire judiciaire porte son nom sur des centaines de millions de dollars de fonds publics qui n'ont pas atteint leur destination déclarée. Troisièmement, la lucidité de cet homme arrive au moment précis où elle ne lui coûte plus rien. Pas pendant le mandat, pas au Conseil des ministres, pas dans une démission publique, après, en exil, depuis un studio de radio en Europe. La lucidité après le pouvoir ne rachète pas ce qui s'est passé pendant le pouvoir. Le verdict est simple et il vaut pour les 2 hommes que cette série d'analyses a disséqué. Matata Ponyo et Kinkei Mulumba ne sont pas 2 accidents dans la politique congolaise. Ils sont sa norme. Une rotation d'élite qui profite du système au pouvoir, le quitte sous contrainte ou par calcul, publie un livre et reviennent enseigner la vertu aux populations qu'elles ont appauvries. Et le problème central, ce n'est pas qu'ils parlent, c'est que personne ne leur demande de rendre des comptes précis sur ce qu'ils ont fait quand ils avaient les clés. Singapour n'a pas été construit par des hommes qui citaient Lee Kuan Yew depuis l'exil. Il a été construit par des hommes qui ont soumis leur propre conduite aux mêmes exigences qu'ils imposaient aux autres et qui ont répondu de leurs décisions devant leur propre peuple. 2 questions directes, sans diplomatie. Première, si la compétence économique de Matata Ponyo était aussi réelle que son interview le suggère, pourquoi Bukangalonzo ? Pourquoi des centaines de millions de fonds publics dans un projet qui n'a rien livré aux agriculteurs qu'il était censé transformer ? Deuxième, quand notre nation imposera-t-elle enfin que tout ancien dirigeant réponde publiquement de ses actes, chiffre à l'appui, avant d'être autorisé à monter en chef pour nous enseigner la gouvernance ? Merci de votre attention exigeante. Partagez cette analyse. Contredisez-la avec des faits documentés. La contradiction factuelle est toujours bienvenue ici. La complicité avec le récit des vautours, jamais. C'était Solange pour Inside News Review. Les philosophes du désastre ont une tribune.
Ce soir, nous leur avons mis un miroir en face. Que la nation garde les yeux ouverts.